Bonjour à toutes et à tous. Voici le second résumé vidéo d'un cycle de 8 modules consacrés à l'histoire des églises baptistes en France jusqu'au début des années 1950, avec ici un focus sur la période 1832-1870. Cette séquence est celle du baptisme pionnier. Après une phase originelle, le baptisme français reçoit désormais le soutien de grandes missions baptistes et intensifie son implantation sur le territoire français. Outre-Atlantique, le plaidoyer du missionnaire Adoniram Judson, parti évangéliser la Birmanie en 1913 avec son épouse Anne, joue un rôle de catalyseur dans la décision prise par la Convention triennale de Boston, organe fédéral baptiste, d'intervenir en France. Le premier missionnaire baptiste soutenu par la Convention triennale de Boston est un Français converti, ancien consul de France à La Havane, Jean-Casimir Rostand, qui tente d'implanter une église baptiste à Paris à partir de 1832. Fauché par l'épidémie de choléra, Rostand est remplacé par 3 Américains, dont Erastus Willard, moteur de la formation des pionniers baptistes français. Aux côtés de Willard, Ira Chase s'implique dans l'effort d'implantation des églises baptistes, pour lesquelles il rédige une confession de foi, résumé de doctrine en langue française. Les baptistes américains ne sont pas les seuls à commencer à se signaler en France. Les baptistes gallois font de même en Bretagne. Une implantation s'y développe, en particulier sous l'impulsion de John Jenkins. En Alsace, toujours au début des années 1830, c'est l'influence d'un Suisse, Samuel Fröhlich, qui nourrit l'apparition de communautés de type baptiste, souvent confondues avec les anabaptistes ménonites. Une autre figure marquante de l'implantation baptiste en Alsace et dans l'est de la France est Johann Gerhard Oncken, né près de Brême. Époux de Sarah Mann Oncken, rencontrée lors d'un séjour en Écosse, il inscrit son ministère à l'échelle de l'Europe. Il affirmait « Jeder Baptist ein Missionar », chaque baptiste est un missionnaire. Les archives publiques et les archives des églises françaises nous apportent beaucoup de renseignements, mais il ne faut pas oublier aussi le grand intérêt des rapports missionnaires publiés en anglais, outre-Manche et outre-Atlantique. La documentation disponible dessine une dynamique d'implantation baptiste qui s'intensifie grâce à l'appui de missions étrangères, autour de 4 pôles auxquels s'ajoute celui de Lyon-Saint-Étienne au milieu du XIXe siècle. Culturellement et politiquement, le contexte est souvent adverse. Juridiquement, les églises baptistes sont considérées comme un culte non reconnu. Culturellement, elles sont mal acceptées. Les discriminations sont fréquentes. Mais la société française est globalement marquée par un mouvement de pluralisation dont les baptistes bénéficient, comme à Mulhouse, métropole alsacienne habituée à la diversité religieuse. À partir des années 1840, sous l'impulsion de Jean Fogel, le baptisme s'implante à Mulhouse et le registre des baptêmes de la nouvelle église commence à s'étoffer. Parmi la génération de pionniers qui portent l'implantation baptiste durant cette période, plusieurs pasteurs sont formés dans une première école pastorale baptiste basée à Douai. C'est le cas de Victor Lepoix. Le pasteur Jean-Baptiste Crétin est également issu de cette école pastorale baptiste de Douai, particulièrement actif, y compris par l'écriture d'opuscules d'apologétique. Il est le principal fer de lance de l'évangélisation baptiste entre les années 1840 et 1880. Dans le contexte difficile des années 1820-70, la réussite de la première implantation baptiste repose beaucoup sur le choix des femmes, entre confesseurs, catholiques, et colporteurs, protestants, baptistes. Les sources publiques font parfois état d'un profond agacement devant ces femmes d'une classe peu élevée qui osent se convertir, défier l'ordre établi et apporter, paraît-il, je cite, le trouble et la division dans les ménages. Un des nouveaux fronts pionniers qui s'ouvrent sous le Second Empire, c'est le bassin houiller du Nord, alors en plein boom industriel. Le pasteur François Vincent, basé à Denain, s'y distingue par son apostolat auprès des familles de mineurs de fonds. Dans le département de l'Oise aussi, l'implantation baptiste s'affirme avec notamment la figure du pasteur François Lemaire, formé à l'école pastorale de Douai, à l'origine de l'église baptiste de Saint-Sauveur. Le pasteur Aimé Cadeau est une autre figure marquante de la génération des pionniers baptistes formés entre Paris et Douai. Il nous a notamment laissé des notes et récits qui constituent une source exceptionnelle sur l'implantation baptiste. Sa seconde épouse, Ariati Cadeau, collabore avec lui dans de nombreux aspects de son ministère, y compris parfois dans l'enseignement, aux grandes dames de certains messieurs. Au XIXe siècle, le pastorat baptiste est réservé aux hommes,
dans une société centrée sur les rôles publics masculins. Ce contexte explique pourquoi cette photo de famille des pionniers du baptisme faite à Denain en 1873 oublie les pionnières. Rappelons que le baptême du converti au XIXe siècle était largement réprouvé. Faute de local, beaucoup de baptêmes ont lieu en plein air, voire même en pleine nuit, pour éviter les verbalisations des gendarmes. Avec la Seconde République, en 1848, un vent de liberté éphémère permet aux baptistes pionniers d'édifier de premiers temples en dur, en particulier celui de Chauny, dans l'Aisne. Mais l'éclaircie est de courte durée, et avec la mise en place du Second Empire, les discriminations reprennent. Dans ce contexte, la généreuse Miss Beetham plaide en vain pour le financement d'un lieu de culte convenable à Paris. Durant de longues années, les baptistes parisiens doivent se contenter de points de chute provisoires pour célébrer le culte en français, mais aussi en anglais, avant la construction du temple de la rue de Lille en 1873. La période du Second Empire est marquée en Bretagne par la poursuite compliquée de l'implantation baptiste. C'est tradition contre tradition. Face à la tradition catholique, les baptistes mettent en avant la tradition de la langue bretonne, qu'ils reprennent à leur compte, en valorisant la lecture et l'enseignement de la Bible en breton, comme d'autres, en Écosse et en Irlande, valoriseront la Bible en gaélique. Pour conclure, ce baptisme pionnier, jusqu'en 1870, se heurte à des obstacles culturels et politiques qui peu à peu disparaissent lors de la période suivante, celle du baptisme institutionnalisé, qui sera l'objet du prochain module résumé. Merci pour votre attention.